Bonjour et bienvenue. Nous débutons cette deuxième semaine du MOOC Le mouvement humain avec un cours concernant la mécanique musculaire. Comme nous l'avons vu précédemment, un muscle est capable de produire une force lorsqu'il est stimulé qui dépend directement du recrutement spatial et temporel des unités motrices. Pour autant, la force produite et le raccourcissement induit lors de la contraction d'un muscle sont également largement influencés par ses propriétés structurelles et fonctionnelles. Ce chapitre vise donc à décrire les propriétés mécaniques de base et les relations fondamentales de la mécanique musculaire dans le but de mieux comprendre ce qui influence la capacité à produire de la force musculaire. Pour commencer, il est important de partir d'une représentation simplifiée du muscle squelettique. Celle-ci peut se résumer à un modèle à deux composantes principales. Une composante contractile, représentée ici par CC, correspondant au sarcomère, c'est le générateur de force. Et une composante élastique en série et en parallèle de la composante contractile, représentée respectivement ici par CES et CEP, est constituée principalement des structures tendineuses pour CES et l'ensemble des tissus conjonctifs enveloppant les fibres et faisceaux musculaires pour CEP. Ainsi, si la force totale produite par le muscle dépend essentiellement de la force dite active générée par la composante contractile, elle dépend également de la force passive produite par les structures élastiques en parallèle lorsque celles-ci sont étirées. La longueur à laquelle le muscle se contracte est le premier facteur influençant sa capacité de production de force. Ce qui nous amène à décrire la première relation fondamentale de la mécanique musculaire, appelée relation force-longueur. Représentée ici, cette relation démontre que la force active atteint une valeur maximale pour une longueur intermédiaire des sarcomères, dite longueur optimale. Mécaniquement, ceci s'explique principalement par le fait que dans cette configuration particulière du sarcomère, le nombre de ponts d'union actine-myosine, que l'on peut distinguer ici, est le plus important. Ce nombre de ponts d'union, diminuant lorsque les sarcomères se trouvent en position étirée ou raccourcie, on constate alors que la force produite de part et d'autre de cette longueur diminue de façon d'autant plus importante que le muscle se situe dans une position très raccourcie, ici, ou très allongée. Concernant les structures élastiques, leur contribution reste négligeable lorsque le muscle est en position raccourcie. Par contre, à partir d'une certaine longueur, se situant autour de la longueur optimale, ici, elles vont commencer à produire une force résistive en réponse à leur étirement qui va croître de façon très importante lorsque le muscle sera en position de plus en plus allongée. Ainsi, la force totale produite par le muscle en fonction de sa longueur est donc égale à la somme des tensions actives et passives. Elle correspond donc à la courbe marron sur le graphique présenté ici. Vous pouvez ainsi noter l'influence importante des structures élastiques, ici, lorsque le muscle est étiré, pour limiter la perte de force des structures contractiles. La deuxième relation fondamentale de la mécanique musculaire correspond à la relation force-vitesse. Partons d'un exemple. Lorsque le muscle se contracte contre une force externe très importante, la vitesse à laquelle il se raccourcit est très faible. Pour autant, cette condition lui permet de produire une force très élevée, notée ici F1. Comme on peut le voir sur ce graphique, lorsque cette vitesse de raccourcissement augmente pour passer à une valeur V2 puis V3, progressivement la force produite diminue et atteint une valeur très faible, F3, lorsque la vitesse est très importante. On obtient ainsi la relation de type hyperbolique suivante. Cette relation illustre donc le fait que plus la vitesse de raccourcissement est importante, plus la capacité de production de force du muscle est faible, et inversement. Il est ainsi possible de déterminer deux propriétés majeures. La force maximale isométrique théorique, à vitesse nulle, notée ici Fmax,
ainsi que la vitesse maximale de raccourcissement à charge nulle, notée ici Vmax. Notons que le muscle est cependant capable de générer des niveaux de force potentiellement supérieurs lorsqu'il est sollicité en mode excentrique, c'est-à-dire lorsque la charge externe est supérieure à la force qu'il produit et donc qu'il s'allonge alors même qu'il se contracte maximalement. De nombreux facteurs peuvent influencer ces différentes propriétés. Nous allons les aborder dans cette deuxième partie. Concernant les structures élastiques, tout d'abord, un des critères les plus importants est la raideur qui représente un index permettant de rendre compte de la résistance à l'étirement de ces structures. Elle correspond en fait à la pente de la relation force passive-longueur. Plus les structures passives sont raides, plus elles résistent à l'étirement et participent de façon importante à la production de force lorsque le muscle se trouve à des longueurs importantes. Notons que c'est l'inverse pour l'élasticité. La raideur dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la quantité et la distribution variable du tissu conjonctif selon le muscle considéré, l'angle de pénation et également dans une moindre mesure la typologie musculaire. En effet, les fibres 1 avec plus de collagène ont tendance à être plus raides que les fibres de type 2. Ainsi, comme on peut le voir sur cet exemple, en fonction du muscle, on peut observer des différences importantes de force produite, alors même que la force générée par les structures contractiles, ici en bleu, varie très peu. Concernant la composante contractile, il existe également des différences importantes aussi bien au niveau des qualités de force que de vitesse maximale. Parmi les facteurs d'influence majeurs, nous pouvons citer de nouveau le type de fibre musculaire. Sur ce graphique, nous pouvons observer notamment que, comme leur nom l'indique, les fibres de type 2 sont dites rapides car elles possèdent une vitesse maximale de raccourcissement supérieure aux fibres de type 1 dites lentes. Au-delà de la typologie, deux facteurs ayant attrait à la morphologie du muscle jouent un rôle majeur. Tout d'abord, la longueur des fibres musculaires. En effet, plus le muscle possède un nombre élevé de sarcomères disposés en série, et sa longueur est donc importante, plus, logiquement, le déplacement total par unité de temps et donc sa vitesse maximale de raccourcissement est élevé. Enfin, le volume et la surface de section transversale du muscle jouent également un rôle. Plus le muscle possède de myofibrilles à gros diamètre et un nombre important de myofibrilles disposées en parallèle, plus sa capacité de production de force maximale sera élevée. Notons que ces propriétés sont largement modifiables de façon positive grâce notamment à l'entraînement musculaire, mais aussi négatives lors d'une immobilisation, suite par exemple à une blessure, avec un impact majeur sur les propriétés de force maximale. Jusqu'à présent, nous sommes restés à l'échelle du muscle. Mais qu'en est-il lorsque l'on s'intéresse au mouvement, c'est-à-dire au niveau du moment de force produit à l'échelle d'une articulation? Prenons l'exemple d'une flexion du coude. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, comme on le constate sur cette figure, nous avons une force plus élevée lorsque le coude est positionné autour de 90 degrés. Cela traduit le fait qu'il existe donc pour cette articulation, comme pour toute autre articulation, une relation entre le moment maximal de flexion ou d'extension et la position angulaire de l'articulation. Ceci illustre le fait que le moment de force maximale varie en fonction de la position angulaire. Parallèlement, nous retrouvons également une relation entre le moment maximal produit et la vitesse angulaire de l'articulation. Vous avez ici représenté cette relation au niveau de l'extension du genou et donc le groupe musculaire quadriceps. Ainsi, la performance motrice produite lors d'un mouvement articulaire reste largement dépendante des propriétés mécaniques que nous venons de détailler. Pour autant, il est crucial de comprendre que les qualités moment-angle et moment-vitesse au niveau articulaire ne les représentent pas fidèlement, car beaucoup d'autres facteurs interviennent. Parmi les principaux, nous mentionnerons tout d'abord le fait que le moment de force articulaire représente la somme des actions de plusieurs muscles agonistes. Le moment maximal sera donc plutôt représentatif de la somme des forces maximales de tous les muscles, alors que la vitesse angulaire maximale est plus représentative de la vitesse maximale du muscle le plus rapide, par exemple.
De plus, la force dépend de la coordination entre ces différents muscles, mais également de la coactivation éventuelle des muscles antagonistes qui exercent un moment opposé négatif, ici par exemple par le triceps. Enfin, le moment de force étant l'expression de l'efficacité d'une force par rapport à un axe de rotation, il est donc important de rappeler qu'il correspond au produit de la force par le bras de levier de celle-ci par rapport à cet axe de rotation. En d'autres termes, si nous reprenons notre exemple de la flexion d'avant-bras sur le bras, on observe que le passage de la position en extension à la position en flexion est accompagné d'une modification de la longueur du bras de levier, du vecteur force généré par les muscles fléchisseurs. Ce bras de levier est représenté ici en bleu. Par conséquent, indépendamment de sa longueur et pour une même force produite dans les trois positions représentées ici, le moment de force produit en position intermédiaire, aux alentours de 80-90 degrés, grâce à un bras de levier plus important et significativement supérieur au moment de force produit dans les positions plus extrêmes.